je vais reprendre les recherches qu'on a fait que j'ai partagées avec Richard dans les années, ainsi dit, de la crise ivoirienne. Et quand j'ai vu les programmes du colloque, on m'a demandé de participer à ces panels, je suis parti pour penser à ce que j'allais dire d'une des constatations qui ont donné lieu à cette table ronde sur la narration de l'histoire. Voir que dans le discours provenant des rues africaines, on trouve souvent une volonté d'émancipation qui s'exprime sous la forme d'un travail de narration et de réinterprétation, si ça existe en français, oui, de l'histoire. Une réinterprétation populaire de l'histoire. Je vais donc parler de la parole et de la narration de l'histoire, comme je l'ai écouté dans les parlements de rue en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Notamment les parlements créés par les jeunesses de la galaxie patriotique, par les jeunes patriotes. Ces espaces qu'on appelait parlement, agora, en utilisant un nom grec ancien, congrès, ont fleuri à dizaines dans les quartiers de la ville. Ils hébergeaient des orateurs qui, microphone à la main, dispensaient aux auditoires abidjanais la narration de la crise. La narration de la crise, bien sûr, mais là, il faudrait peut-être utiliser l'étymologie originaire de la crise, transformation. La crise en tant que transformation, comme les Grecs les entendaient, puisqu'on parle des agoras, la transformation qui était en train de prendre forme en Côte d'Ivoire en ce moment-là. Jour après jour, les événements de l'actualité politique étaient racontés, interprétés et pourvus d'encens partagés, qu'on partageait avec les audiences. Et on les reconnectait sur une histoire, l'histoire des peuples noirs africains, comme ils les appelaient les patriotes. Les acteurs politiques de la crise étaient évalués, leur stratégie décryptée, et le code décrypté avec un code particulier, qui était toujours le code du discours anticolonialiste et de la citoyenneté autochtone, qui était propre des jeunes patriotes. Ce qu'on cherchait de produire dans ces agoras, comme on les appelait, c'était une nation ivoirienne qui se reconnaissait en tant que telle. Il fallait bâtir dans la conscience de chaque citoyen la résistance contre les assaillants étrangers, voire les forces nouvelles, les combattants des forces nouvelles, qui après le coup d'État échoué du 2002 s'étaient emparés de la partie nord du pays, qui contrôlait le nord du pays. Il fallait faire de chaque citoyen un défenseur vigilant de la République. Et ce travail de mobilisation au quotidien, il l'appelait ainsi, ces combats au menu, comme les jeunes patriotes l'appelaient, cette transformation de l'homme de la rue en citoyen vigilant n'était que la partie plus évidente et explicite pour moi, à certains moments, des processus de subjectivation politique et citoyenne qui se construisaient à partir du travail narratif et interprétatif des orateurs. Je dis n'était que la partie plus évidente parce qu'il y en avait une autre, un autre niveau, plus implicite, moins visible, mais non moins important et partagé, concernant un discours d'émancipation. L'émancipation de ce que j'appellerais ici, en faute de mieux, un sujet africain subalterne dont il fallait reconnaître et rétablir la présence et la gentilité, l'agency dans l'histoire. Un sujet moral, avant que politique, bien sûr, qui aurait dû refonder. Là, j'utilise notamment le vocabulaire bagbiste du FPI du temps, refonder non seulement la nation ivoirienne et sa propre citoyenneté, mais aussi ses relations d'essence et de pouvoir avec l'autre, soit-il le blanc impérialiste, l'assaillant étranger ou le français colonialiste. Le deuxième, pour utiliser trois catégories, trois personnages bien présents dans les agoras. La deuxième indépendance, comme il l'appelait, est la reconquête de la souveraineté nationale invoquée par les jeunes patriotes, était associée à des façons indissolubles, pour ainsi dire, avec une idée de souveraineté personnelle et de repossession de soi-même.
voire du pouvoir de se définir de soi-même, comme Achille Mbembe l'a défini dans son essai « Les écritures africaines de soi ». Puisqu'il est là, je vais chercher me recontenter. Ce qui rendait nécessaire ce travail, cet objectif, rendait nécessaire un nouveau régime de narration, voire un nouveau régime de vérité. Et à cette exigence répondaient les jeunes orateurs des Agora, qui, pendant les années de la crise, et notamment entre 2004 et 2010, multiplièrent les thèmes de leurs performances oratoires en plusieurs directions et spécialisations. On parlait bien sûr de politique dans les Agora, bien évidemment, mais aussi d'histoire, d'économie, de religion, d'anthropologie aussi, et des philosophies. Tous ces discours, cette pluralité des discours, des thématisations, se soutenaient mutuellement dans la construction d'un régime des vérités, je l'appellerais un régime des vérités antagonistes, voire opposé aux narrations européennes et occidentales de la crise ivoirienne et plus en général de l'histoire africaine, de l'histoire universelle, je dirais, car ces narrations européennes et occidentales avaient contribué à la infériorisation des peuples noirs et légitimé ainsi l'assujettissement colonial. Donc, mais il faut garder à l'esprit aussi qu'à côté de ce travail narratif des jeunes orateurs, il y avait celui des pasteurs pentecôtistes qui étaient très actifs dans les agoras, dans les parlements de rue, très présents. Ils se consacraient, les pasteurs, ils se consacraient, et aussi quelques prophètes, petits prophètes locaux, se consacraient à l'interprétation de ce qu'on appelait les volets religieux de la crise, pour dévoiler son véritable sens. Exhortant à y reconnaître, je veux dire à reconnaître dans ce sens, une preuve imposée par Dieu au peuple ivoirien. Ce qui produisait d'autres connotations, exprimées avec une parole où la délivrance des nations africaines et la délivrance du sujet apparaissaient constitutivement liées, comme je vais montrer dans quelques minutes, j'espère. Ce que d'ailleurs aurait témoigné avant tout la conversion de Laurent Gbagbo à la foi pentecôtiste. Tout ça convergeait dans ce que j'appelais ailleurs dans quelques essais une herméneutique subalterne de l'histoire, en cherchant de démarquer avec ces concepts, je cherchais de démarquer ça dans ce que les sciences sociales ont défini la politique de l'histoire, the politics of history, voire un usage politique de l'histoire, une narration purement instrumentale et tactique de l'histoire. C'était pas ça. C'était pas seulement ou tellement une narration instrumentale. Car tout en reconnaissant le caractère politique et partisan des narrations des jeunes patriotes, il faut mettre en lumière aussi le désir de transformer les acteurs présents sur la scène de l'allocution, celui qui énonce et celui qui écoute. Hein. C'est un processus collectif et circulaire. Et c'est pour cette raison que je suis servi de la notion d'herméneutique, car elle renvoie un processus circulaire impliquant mutuellement les subjectivités présentes sur la scène de la parole. Il ne s'agissait pas seulement, et pas tellement, je veux dire, de convaincre, mais de devenir quelque chose d'autre. Non? On pouvait observer ainsi la mise en œuvre d'un pouvoir performatif particulier. Performative, je le dis dans le sens des linguistes, de faire des choses avec les mots, non? Comme le philosophe du langage John Austin a expliqué. Non? Comme il se passe par exemple quand un prêtre ou un officier dans une cérémonie de mariage dit à quelqu'un, en italien c'est je vous nomme mari et femme. Non? Là il y a des mots qui construisent, qui font quelque chose dans le présent, qui créent leur propre référent et transforment effectivement ceux qui sont l'objet de l'énonciation. Non? Un pouvoir performatif particulier car il impliquait le salut et sur le plan religieux la délivrance d'une nation et de ses citoyennes. Si on aurait reconnu, grâce aux orateurs et aux pasteurs des agoras, les desseins
inscrit dans l'histoire et le plan de Dieu qui est derrière, on aurait pu agir sur cette même histoire en tant que sujet. Reconnaître, dans ce cas, reconnaître, c'est devenir, c'est s'émanciper, c'est agir. Dans le Parlement de la rue Vaughan, donc, pour conclure sur ces points-là, le problème de la vérité était donc posé de façon foucaldienne en tant que le problème politique le plus général. Voir comme la volonté de fonder à neuf le lien entre vérité politique et sujet. Je vais faire des exemples de ce type de langage dont je suis en train de parler ici. Je vais faire un exemple qui me convient en tant que, excusez-moi, anthropologue, parce qu'il s'agit d'une leçon d'anthropologie que j'ai reçue au Parlement d'Atekoubé, à l'Agora d'Atekoubé, en 2006, je pense, ou 2007. C'est une introduction à l'anthropologie patriotique, non? Qui mettait en partie par Nguessan Le Savant, un professeur qui n'avait pas l'école secondaire, mais qui était vraiment extraordinaire dans son art oratoire et dans les lectures aussi qu'elle arrivait à faire autonomement. La performance oratoire, cette leçon, commença en expliquant à l'anthropologue qui était présent sur la scène l'origine autochtone des parlements de rue, malgré le fait que les jeunes patriotes les nommaient agora, en se référant à la Grèce ancienne. Il vient d'arriver ici, il vient de fréquenter les parlements, mais comme il est anthropologue, il se pose toujours, d'où il vient, des questions, à savoir comment les Africains peuvent avoir les mêmes réactions que les Grecs. Parce que c'est les Grecs qui ont connu les parlements et les agoras. Donc aujourd'hui, il se pose la question, mais comment les Ivoiriens peuvent être comme les Grecs, sortir en parlement contre toute attente? Il est en train de détruire, il se réfère au Parlement, il est en train de détruire la réalité française, voire le régime des vérités français. D'abord, on leur disait qu'on était comme on nous voit dans les films de Tarzan. Mais nous, en fait, comme tu es dans l'anthropologie, nous, on est dans le Parlement depuis nos ancêtres. C'est l'arbre à palabres, le Parlement. Et puis, quand tu vas au village, il y a le Parlement. Les parents aiment vraiment se mettre sur la place publique pour parler des affaires. Mais il faut d'abord t'intéresser à notre tradition et tu verras que les traces des parlements et des agoras se trouvent dans les traditions africaines. L'Africain, il faut dire que les gens ont eu tort. L'Africain, en réalité, est plus évolué que l'homme blanc. C'est pas parce qu'il est là que je vais me taire. Il se tourne vers moi. Et là, il y a une tonnerre de rire, une ovation de la part du public. Et en affirmant, mais qu'est-ce qu'il a fait Nguessan à ce moment-là? En affirmant la modernité politique de l'institution africaine de l'arbre à palabres, il a eu aussi l'occasion de convoquer, par contraposition, la présence d'un imaginaire occidental que l'audience de l'Agora parut reconnaître tout de suite. Sa réaction, la réaction de l'audience, rire, ovation, c'est un terme local, c'est un terme très utilisé dans les agoras, confirma sa réaction, la réaction de l'audience confirma qu'un fantasme collectif s'était matérialisé dans cette séance parlementaire. Et ce fantasme, c'était l'image que les Occidentaux se font de la culture et de l'histoire africaine. Le jugement des Blancs sur le Noir, comme Nguessan l'appelait dans les conversations privées qu'on avait tout le temps dans cette période-là. Là, il y a une contraposition Occident-Afrique. Et bien sûr, il s'agit ici du type de représentation idéologique dont les référents imaginaires restent indéterminés, mais que Dipesh Chakrabarty a défini hyper réel, car leur statut de vérité et leur résistance à la critique ne dérivent pas d'une structure conceptuelle particulière, mais du fait d'être connectés à des expériences que les membres de cette audience populaire, dans ces cas, ressentent profondément comme les siennes. Celle, dans ce cas, notamment dans le sujet des possédés, dominés,
assujettis, agressés par l'ex-métropole coloniale qui serait derrière les assaillants. Et je vais continuer encore avec un exemple du discours d'Nguessan. Je vais donner quelques lignes d'anthropologie à mon frère anthropologue européen pour qu'il sache que nos parents sont c'est les autres jeunes patriotes. Les jeunes patriotes s'appelaient parentes entre eux. On pourrait en parler, mais peut-être on va en parler après. Pour qu'ils sachent que nos parents sont aussi des anthropologues. Vous connaissez l'histoire de Saartje Baartman, la première sud-africaine à Londres. C'est sur cette femme-là qu'ils ont fait des théories. Hein, parce que les Blancs, à ce temps-là, ne reconnaissaient pas l'homme noir. Donc, quand ils l'ont vu, ils ont dit « c'est le descendant des singes, c'est le voisin des singes ». C'était le temps de Darwin. Nguessan nous racontait ainsi la terrible histoire de Saartje Baartman, la Vénus hottentote, dont le corps fut exposé d'ailleurs au musée de Londres jusqu'en 1974, et fut rendu par la France au Sud-Afrique en 2002 seulement. D'ici, de Saartje Baartman, partait une exploration très vivante de ce que Nguessan, qui était un orateur, il faut le dire, sans diplôme, qui puisait beaucoup dans les lectures dans les livres de Cheikh Anta Diop, de Dubois, de ce que Nguessan considérait une sorte de, j'utiliserai ici un mot d'un anthropologue italien, Remotti, en anthropologie implicite, non scientifique, mais dont on est porteur inconsciemment. Une anthropologie implicite des Occidentaux, de l'homme commun occidental, comme il disait. Je vous propose un autre exemple de cette anthropologie, de cette analyse anthropologique patriotique de l'imaginaire occidental. Et pour insulter le peuple africain, après une demi-heure, il rentre sur le cinéma. Et pour insulter le peuple africain, voilà Tarzan. Un homme blanc, il faut dire que ce film-là, c'est pas un bon. Un homme blanc, lui seul, qui vient dans la jungle, réussit à dompter tous les animaux, pendant que les négros qui sont là, ils n'ont pu parler avec un seul animal dans toute leur vie. Éclat de rire, justement. L'audience est en ovation complète. Non, il était super. Pour montrer la suprématie de l'homme blanc. C'est pour montrer la suprématie de l'homme blanc. Parce que Tarzan, le seul blanc dans la jungle, a dompté la jungle. Et nous alors, qui nous sommes-nous? Des pauvres singes. Mais c'est ce film-là qui a eu beaucoup de succès là-bas. Et encore, en retournant un peu plus sérieux, et encore, en évoquant les films de King Kong, il a fait une super opération intellectuelle. Il a évoqué le film de King Kong et la planète des singes, de Pierre Boulle, où les dimensions de l'espace et du temps se croisent et sont travaillées. Et les réalisateurs travaillent avec ça pour créer une distance spatiale temporelle. Il fait une analyse, je dirais, sémiotique, je dirais académique, qui aurait une dignité académique, sûrement parce qu'elle arrive à un certain moment aux mêmes conclusions, par exemple, de l'anthropologue Johannes Fabian, quand il parle de allochronie, non, du regard vers l'autre comme un regard qui met la distance temporelle, qui produit une distance temporelle, la allochronie. Et je reprends avec Nguessan. Mon frère italien, on est anthropologues tous les deux. Donc, quitter l'Europe pour arriver en Afrique, tu l'as vu, c'est comme une planète, c'est comme aller dans une autre planète. Ou bien un vaisseau pour aller à des milliers d'années en arrière, d'une autre planète où serait l'homme noir. Et il faut se rappeler qu'il n'y a pas un petit blanc qui ne connaît pas la planète des singes de Pierre Boulle et qui n'a jamais vu Tarzan. Ça fait partie de votre imaginaire, il n'y a rien à faire. Cette performance dura longtemps dans la nuit, devant une audience fascinée, l'anthropologue y inclus, en reconstruisant ce qu'on pourrait appeler une histoire du regard européen sur l'Afrique. Bartolomeo de las Casas, il figurait avec les papes Léon III, Mussolini, Berlusconi. C'est un panneau exceptionnel. J'étais vraiment étonné par les connaissances historiographiques, bien que bricolées, mais important d'Nguessan. Bricolé, mais très efficace. Et il fut étonnant pour moi surtout
de voir comment cette narration, par requête du président de l'Agora, qui voulait qu'il parle de l'actualité, Muammar Kadhafi était en train de venir à Abidjan, et en principe, la séance de l'Agora était focalisée sur ça. Il faut étonnant de voir comme cette narration vira à un certain moment, soudainement, vers l'actualité politique. Car comme cette leçon d'histoire, d'anthropologie de l'Occident, de l'imaginaire occidental, une partie à l'anthropologue italien, fut présentée soudainement comme l'effet, comme explicitement comme un signe de temps, du renversement d'une hégémonie. Mais non, c'est nous qui on commence à enseigner. On ne doit pas apprendre tout le temps. Et d'ailleurs, Nguessan rappelait que Laurent Gbagbo était en visite en Italie quand la rébellion armée éclata en 2002. Donc il fallait lire ça aussi en plein divine de Dieu dans ça. À partir d'ici, Nguessan se rattacha à un plus grand récit bien connu aux Agora et dont les différentes parties avaient été filmées ces orations ont été filmées et étaient en vente comme en série de DVD numérotés dans les Agora. Là, avec un titre, c'était une série, un titre, La chute de la mafia bancaire vaticaine. On y racontait l'organisation du complot international contre la Côte d'Ivoire en replaçant la crise dans un plus grand tableau historique. Et dans cette histoire, on pouvait vraiment repérer les signes d'une émancipation imminente. Les dessins d'un plan de Dieu qui se serait réalisé s'il aurait été compris par ses destinataires, non, par les acteurs. Grâce à l'œuvre maïeutique des orateurs, le peuple ivoirien pouvait reconnaître dans sa propre résistance, c'est pour ça que je parle des performatifs, dans sa propre résistance aux assaillants, les signes d'un destin particulier, car reconnaître et savoir décrypter les stratégies du pouvoir et pouvoir être conscient des enjeux politiques équivalait à se reconnaître comme sujet actif et pouvoir opérer dans l'histoire, pouvoir s'émanciper et se délivrer si on prend le langage religieux. Donc ce soir, Nguessan et l'oratoire, l'audience patriotique, grâce à son discours, étaient ensemble avec l'anthropologue sur la voie du salut. Et je m'arrête là. C'est fini.